Donc, bienvenue à tout le monde à cette séance du Conseil municipal de Saint-Frédéric du 1er juin 2020. Alors, bienvenue à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Frédéric qui nous suivent. C'est la troisième séance du Conseil municipal qui est faite à huis clos et s'il est diffusé en différé, c'est-à-dire qui est présentement enregistré, qui va être retransmise après ça, pour que vous puissiez en prendre connaissance. Au point 1, ouverture de l'Assemblée qui vient d'être faite. Je vous dirais en ouverture de l'Assemblée qu'on est toujours en suivi de l'évolution de la pandémie de COVID. On commence tous franchement à être pas mal tannés, je ne vous cacherai pas, là. Même, j'oserais dire, sérieusement tannés. La bonne nouvelle, c'est que depuis ce matin, il y a toute une autre panoplie de nos entreprises qui peuvent redémarrer, avec des contraintes épouvantables qui sont pas mal tannantes, mais heureusement, les salons de coiffure, ainsi de suite, tant que les salons de coiffure ne se mettent pas à couper les barbes, ça va bien, mais pour ce qui est du reste, c'est correct. Alors, beaucoup de commerces peuvent commencer à fonctionner, les centres d'achat ont commencé à ouvrir aussi, des choses comme ça. Bien évidemment, avec des entraves, avec des contraintes. Il reste nos restaurants là qu'on surveille quand est-ce qu'ils vont pouvoir opérer pleinement, là. Il y en a plusieurs qui essayent de se débrouiller en faisant des repas pour emporter, des choses comme ça, mais c'est pas idéal. C'est nos entreprises, je pense, qui restent, qui sont les plus affectées, là. Donc, il faut pas les oublier, il faut les encourager, il faut soutenir nos commerces, il faut y penser parce qu'après, on va faire notre affaire d'en avoir encore des entreprises, des commerces, là. Du reste, nos entreprises manufacturières dans la région, à Saint-Frédéric puis dans Beauce en général, je pense qu'on s'en est pas mal bien tiré. L'économie est déjà décollée. On voit même circuler beaucoup d'offres d'emploi, mais ainsi de suite, c'est encourageant. On s'en est quand même bien tiré. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'air d'avoir très, très peu de cas de victimes du virus en question. À l'échelle de notre MRC, ça se compte sur les doigts d'une main à peu près, là. Donc, on a la chance peut-être d'être en campagne, d'avoir un peu plus d'espace. On a appliqué les règles peut-être comme il faut aussi. Ça a l'air d'être pas mal pire ailleurs, là. Donc, on va se considérer chanceux malgré tout. Et faudrait garder à l'esprit tout le monde de ne pas lâcher. Il y a eu tellement d'efforts de fait depuis plusieurs mois déjà, là. On est déjà tellement tannés qu'on va essayer de ne pas avoir fait tout ça pour rien, là. Ça fait qu'essayons de ne pas avoir perdu tout l'effort qui a été fait parce que ça serait vraiment dommage d'avoir tout fait ça pour rien, là. Tant qu'à s'être emmerdé solidement, puis je paye sur le mot, là, au moins essayons que ça aille donner de quoi, là. Ça fait que pas perdre tout ce qu'on a gagné, là, parce que ça a été pas mal tannant ce printemps. Donc, on continue avec l'ordre du jour. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, déroulement de la séance. Au point, vous allez remarquer, pour ceux qui suivent l'ordre du jour qui a été diffusé, là, il y a un petit changement avec l'ordre des points parce qu'on doit introduire ce point-là, le point numéro 3, qui est déroulement de la séance, qui est un point qui avait été oublié dans l'ordre du jour, qu'on a l'obligation d'ajouter. Au point 4, c'est adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020. Au point 5, les comptes à payer. Au point 6, courte période de questions. Au point 7, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Au point 8, demande d'appui du MTQ pour demande d'autorisation à la CPTAQ pour réhabilitation du chemin de fer. Au point 9, avis de motion et projet de règlement RMSQ 01 sur le colportage et la sollicitation. Au point 10, caméra au garage municipal. Au point 11, cellulaire pour Anthony Fortin aux travaux publics. Au point 12, suivi du projet de mise aux normes de l'eau potable. En A, mandat au notaire pour promesse d'achat des terrains pour les puits. Au point 13, suivi du projet des eaux usées du village Marie. En A, résultat du rapport d'évaluation de la capacité de traitement résiduel de la station d'épuration. Et il y a une résolution à passer pour transmettre ce rapport-là. Au point 14, consommation de l'eau potable. Au point 15, application d'alerte à la population. Au point 16, rapport des comités. Et on va parler en 16A du comité consultatif d'urbanisme. Au point 17, correspondance. Au point 18, période de questions. Au point 19, questions diverses. En 19.1, on a un point qui va être entente avec la Caisse Beaucentre de Desjardins de Beaucentre. Et au point 20, ce serait la levée de l'Assemblée. Les conseillers, est-ce que vous auriez eu d'autres points ajoutés aux questions diverses? Non. Ça va? Non, ça va. C'est bon.
Donc, si ça vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il est présenté, Mme Lucie Gilbert. Alors, ce soir, on a notre secrétaire trésorière adjointe qui est arrivée en renfort, qui insistait absolument pour qu'on lui fasse une place dans la présentation de la soirée. Elle veut absolument que je la laisse parler tout à l'heure. On verra si j'ai l'occasion de se présenter, parce que Cathy a été retenue de façon impromptue pour une petite obligation familiale de dernière minute, là, qui était vraiment imprévue. Et alors, son adjointe, notre chère Mélanie, est arrivée à rescousse comme ça, avec son dévouement habituel. Là, j'ai beaucoup de plaisir comme ça à en faire l'éloge enregistré et tout ça. C'est beau, hein, ça va rester dans les archives en plus. Vous voudriez ajouter quelque chose là-dessus? Non, ça va? C'était pour le point numéro 2. Au point numéro 3, déroulement de la séance. Donc, conformément au décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 par le gouvernement du Québec, on doit passer une résolution qui nous autorise à procéder à la séance du conseil municipal à huis clos, tout en respectant les règles démocratiques, c'est-à-dire que ça va être diffusé publiquement par voie électronique autant qu'on peut, par tous les moyens possibles, et que cette mesure-là est faite strictement pour des raisons de contrôle sanitaire telles que demandées par la santé publique du Québec. Alors, pour nous autoriser à procéder à huis clos, ça me prend une résolution. Alors, les conseillers, ça va être quelqu'un qui va proposer M. Michel Fortin. Ça nous amène au point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020 qui a été déposé, qu'on a étudié en atelier de travail. Les conseillers ont eu l'occasion d'en prendre connaissance. Ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. M. Michel Saint-Pierre. Ça, c'est bon. Ça nous amène au point 5, les comptes à payer. Les comptes à payer s'élèvent, c'est un petit mois ce mois-ci, et ça fait pareil. On peut en avoir des petits mois de temps en temps. Avec l'ajout de 3 factures, c'est des remboursements de taxes, je ne sais pas trop quoi, là, pour... ça concerne quoi des remboursements de taxes? C'est pour... c'est sur la taxe foncière? OK. En cas de vente de terrain ou de révision d'évaluation foncière, des choses comme ça. Et puis, il y a des frais de Poste Canada, ce qui fait que les comptes à payer, les factures s'élèvent à 63 548 et 79 pour ce mois-ci. Ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Joanne. Ça, c'est bon. Ça nous amène à la première période, courte période de questions. Écoutez, on va toutes les traiter ensemble. On a reçu 3 questions. On va les traiter ensemble tout à l'heure au point 18, si vous voulez. La première période de questions, des questions courtes, est réservée d'habitude aux gens qui se présentent en temps normal, là, en séance régulière, pour pouvoir, qui veulent quitter, là, qui ont seulement une petite question, puis qui veulent quitter, qui ne veulent pas suivre toute la séance. Donc, on passe le point et on va traiter les 3 questions qu'on a reçues en différé tout à l'heure au point 18. De toute façon, les 3 questions qui nous ont été soumises ne portent pas sur les sujets qui sont à l'ordre du jour, donc ça n'interfère pas d'aucune façon. Ça nous amène au point numéro 7, le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Ça, c'est pas une résolution. Une fois par année, le maire de chaque municipalité doit déposer publiquement son rapport sur la situation financière suite au dépôt des états financiers de l'année précédente. Donc, évidemment, on parle là des états financiers de l'année 2019, donc l'exercice qui s'est fini au 31 décembre 2019. Et je vais vous lire ce qui va être déposé carrément. Alors, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2019, et ça explique dans mes mots
avec la façon que, comme élu, comme représentant de la population, comme représentant des citoyens, comment on interprète les états financiers de la municipalité. Parce que les états financiers sont publics, sont d'accès public, mais c'est des colonnes de chiffres, tout ça. Alors, comment on les interprète? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est important là-dedans? Qu'est-ce que ça signifie? Ben, le rôle du maire, c'est d'essayer de mettre en évidence des chiffres importants et des données importantes. Donc, au 31 décembre 2019, les états financiers de la municipalité de Saint-Frédéric présentent des revenus de fonctionnement de 1 733 148 $, soit une augmentation de 116 346 sur l'année précédente. Par un excédent de tout juste 3 730 $ qui représente seulement 0,2 % de ses revenus, la municipalité a démontré un suivi extrêmement rigoureux et serré de son budget. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, sur un budget d'1,7 million, on a fini l'année avec un petit surplus de 3 700 $. C'est extrêmement serré. C'est à peu près, moi, en fait, je n'ai jamais vu ça arriver juste comme ça, là, d'un exercice financier d'une organisation publique, là. Difficile d'arriver plus juste que ça. Et c'est une excellente chose, c'est exactement ça qu'on veut en administration publique. Nous atteignons ainsi la limite du suivi budgétaire d'une organisation publique, car une marge de variation entre 5 et 10 % serait encore très acceptable, compte tenu de notre réalité. Une municipalité, comme toute organisation publique, ne doit pas s'écarter de ses prévisions budgétaires sans raison valable. Ainsi, il faut se rappeler que c'est toujours très mauvais signe qu'une municipalité annonce des surplus budgétaires importants. Cela veut dire que les citoyens sont taxés sans raison ou que l'exercice du budget n'est simplement pas respecté. Quand une municipalité annonce des énormes surplus budgétaires, c'est parce qu'il y a de quoi quelque part qui n'a pas été fait. S'il n'y a pas une bonne raison, là, ça veut dire soit qu'il y a un projet qui n'a pas pu être fait, ou bien donc on n'a pas fait de budget, ou on n'a pas suivi de budget, puis on a ramassé des taxes pour rien. Parce que l'argent est supposé rester dans les poches de ceux qui l'ont. On n'est pas supposé de prélever de taxes quand on n'en a pas besoin. Le surplus accumulé libre de la municipalité s'élève au 31 décembre 2019 à 294 659, ce qui est un montant tout juste suffisant pour couvrir les situations imprévues sans rupture de liquidité et pour absorber les importants projets de démarrage dans notre municipalité en attendant le financement à long terme. En plus de ce surplus libre, la municipalité a affecté des provisions pour les dépenses futures dans des fonds réservés dont le total s'élève à 81 936 $ à la fin de l'exercice financier 2019. Ce montant est composé d'une réserve de 20 000 $ pour les interventions d'urgence et incendie, de 10 000 $ pour du matériel roulant, de 10 000 $ pour l'entretien de l'eau potable, un autre 10 000 $ pour l'entretien de l'eau usée, de 29 793 $ qui provient suite à la liquidation de la CDI qui nous a été cédée et qui sera affecté au développement industriel, et enfin d'un petit montant de 2 193 $ qui reste à affecter au projet de renouvellement des lumières de rue. À la fin de l'exercice 2019, la dette totale de notre municipalité s'élevait à 2 428 228 $. De ce montant, une proportion de 358 802 est supportée par le gouvernement du Québec dans le cadre de divers programmes de subvention qui sont étalés sur plusieurs années. La municipalité est responsable d'assumer entièrement le reste de cette dette, soit un montant de 2 069 426, ce qui nous impose un fardeau de la dette de 240 173 $ en capital et intérêt pour l'année 2019. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Ben, ça serait raisonnable, ça serait à peu près raisonnable si c'était stable, si c'était parti pour être fixe comme ça. Malheureusement, ce portrait ne reflète cependant pas l'ampleur considérable des défis financiers qui nous attendent au cours des prochaines années, compte tenu de la désuétude accablante d'une grande proportion des infrastructures municipales. Les investissements à prévoir de plusieurs millions sont une préoccupation importante du conseil municipal compte tenu de l'impact majeur sur le fardeau de la dette à long terme, sachant que nous n'avons pas d'emprunts qui viennent à échéance avant plusieurs années. Je ne vous cacherai pas qu'il y a là un défi important pour tout le conseil municipal et l'administration municipale. Le rapport de l'auditeur externe, l'audit externe de la situation financière de la municipalité de Saint-Frédéric pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 a été réalisé par les experts comptables de la firme Blanchette-Vachon, SNCRL, qui ont également dressé les états financiers
conformément aux exigences légales en vigueur. Suite à l'exécution de son mandat, l'auditeur précise dans le rapport de l'auditeur indépendant que les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Frédéric au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets ou de sa dette nette, et de ses flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. C'est ce que le rapport, c'est ce que l'auditeur externe doit dire. S'il ne dit pas ça, c'est parce que ça ne va pas bien. Quand il nous dit ça, c'est parce que nos affaires sont à l'ordre et sont conformes aux exigences de la loi. Donc, il s'agit d'un point d'information pour vous donner un petit aperçu de la situation financière de la municipalité. Et bien entendu, le détail de nos états financiers sont toujours d'accès public et sujet à poser n'importe quelle question sans problème. Évidemment, une fois tous des experts comptables, si vous avez des questions extrêmement pointues sur des détails précis, ben, on peut faire appel à nos comptables sans problème pour répondre. C'était la question numéro 7. Le conseiller, ça va? Ça ressemble pas mal à ce qu'on disait. Vous trouvez de quoi on a parlé là-dedans? C'est bon. Au point numéro 8, on a une demande d'appui du ministère des Transports du Québec qui va faire une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour la réhabilitation du chemin de fer qui traverse sur une longue partie le territoire de la municipalité de Saint-Frédéric. Alors, ce n'est pas une demande d'appui moral. Il ne nous demande pas si on est d'accord ou pas d'accord, ou si on veut ou si on ne veut pas. C'est une demande de conformité. Alors, la municipalité n'a pas à exprimer, on n'a pas à dire si on est d'accord ou on n'est pas d'accord. C'est un peu comme quelqu'un qui veut se construire une maison ou une remise. À partir du moment où la personne a le droit de construire une remise qui est conforme à nos règlements, on ne va pas le refuser. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on a fait vérifier par notre inspecteur municipal et oui, la demande du MTQ est parfaitement conforme à notre règlement d'urbanisme et on peut émettre notre résolution de conformité. C'est une résolution d'appui, mais d'appui en termes de conformité, comme quoi leur demande est tout à fait conforme à la réglementation municipale à Saint-Frédéric. Donc, c'est une technicalité. C'est pas une question, comprenez bien là, que c'est pas une question d'appui moral ou si on est d'accord ou pas d'accord. C'est pas le but de la discussion. Là. C'est pas quelque chose de politique, là, si je peux dire. C'est quelque chose qui est strictement de conformité en lien avec la réglementation. Et la réponse est oui, c'est conforme, donc on peut passer la résolution. Ben, d'ailleurs, on n'a en fait pas le choix. On ne peut pas leur dire qu'ils ne sont pas conformes, ils sont conformes. Alors, pour pouvoir leur transmettre la réponse, il faut quelqu'un qui fait la proposition. Ça va être Anne-Marie. Ça te va? C'est bon. Ça nous amène au point 9. Avis de motion et projet de règlement. Alors, je vais inviter un conseiller à déposer l'avis de motion et le projet de règlement, mais si vous permettez, je vais faire la présentation un petit peu de ce que ça veut dire. C'est que c'est un règlement qui existe déjà à Saint-Frédéric. On a déjà à Saint-Frédéric un règlement sur le colportage de la sollicitation. Sauf qu'on est en train de faire une démarche à l'échelle de la MRC avec toutes les autres municipalités de notre secteur pour essayer de donner une chance à nos policiers, quand ils interviennent sur le territoire, leur simplifier les affaires un petit peu. Quand des policiers sont obligés d'intervenir sur le territoire de notre municipalité, bien, dans chaque véhicule patrouille, il y a toute une série de cartables, parce que s'ils doivent donner faire une intervention, donner une infraction à quelqu'un qui fait quoi de pas correct, ben, s'ils doivent donner un constat d'infraction, il faut qu'ils donnent sur le constat d'infraction le bon numéro d'article selon le bon numéro de règlement. Et la moindre erreur fait en sorte que la personne pourrait contester et gagnera automatiquement si le policier a fait une erreur. Alors, vous comprenez bien qu'avec 10 municipalités, ça fait 10 cartables, c'est très facile pour le policier de faire la moindre petite erreur. Alors, on s'est dit que ce serait avantageux d'essayer d'harmoniser un petit peu nos affaires quand ça ne cause pas de contraintes plus que ça. Alors, nos règlements harmonisés vont être identifiés comme ça par RM pour règlement municipal, SQ pour Sûreté du Québec, et le premier qu'on essaye d'harmoniser, c'est celui-là, et c'est pour ça qu'il porte le numéro 01, qui porte sur le colportage et la sollicitation. Et le règlement harmonisé est à quelques virgules près
exactement le même que celui qu'on avait déjà. C'est extrêmement minime les changements qu'on fait. Donc, il n'y a pas d'impact pour nous autres du tout. Là. Dans le quotidien, ça ne change absolument rien. Et ce nouveau règlement-là viendrait remplacer le règlement qui est déjà en vigueur à Saint-Frédéric. Sauf que ça serait exactement le même nom de règlement, le même numéro de règlement, le même intitulé, les mêmes articles avec les mêmes numéros d'articles dans les 10 municipalités de la MRC, ce qui donnerait une chance incroyable aux policiers qui interviennent sur leur territoire. Quand, dans ce cas-ci, par exemple, il y a quelqu'un qui passe par les portes sans permis et qui vous achale le samedi matin à l'heure impossible et qui vous dérange alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Ça me permet de passer le message qu'en même temps, si jamais il y a quelqu'un qui vous achale, qui passe par les portes en essayant de vous vendre des affaires, de vous solliciter pour quoi que ce soit, sachez que ça prend un permis. Et à notre connaissance, il n'y a jamais personne qui a demandé de permis. La municipalité n'a jamais donné de permis à quelqu'un. Donc, si jamais quelqu'un vous dit qu'il y a un permis de la municipalité, là, c'est à peu près sûr que c'est pas vrai. Gênez-vous pas pour prendre la personne en photo, prendre son numéro de plaque en photo. Gênez-vous pas, gênez-vous pas. On va y faire savoir qu'ils ne sont pas dans le Far West, qu'il y a des règles à suivre, puis d'arrêter d'achaler le monde sans être invité. Ça fait que. Et Martin, oui. j'ajouterais juste que le prix du permis est quand même assez dispendieux. Ça fait que c'est presque sûr que la personne, si elle dit qu'elle en a un, on peut avoir de très gros doutes. De mémoire, là, c'est entre 300 et 1000 là, je ne me rappelle plus, là, mais c'est considérable. C'est assez cher le prix du permis. Ce règlement-là, à soir, est en avis de motion et en projet de règlement. Puis à la prochaine séance, quand on va l'adopter, il va être publié, donc il va être d'accès public. Et sur demande, pendant tout le mois, c'est facile de communiquer avec le bureau municipal pour en avoir une copie si vous aimeriez en prendre connaissance. C'est très court, là, c'est très simple, facile à lire, facile d'accès, pas très contraignant comme règlement, mais ça permet d'en savoir plus. Et nos règlements sont toujours accessibles, si je ne me trompe pas, mais sur notre site web. Hein. Ça va venir. On va finir par être à jour là-dessus, comme tu dis. Donc, est-ce qu'il y a un conseiller qui serait d'accord pour faire le dépôt de l'avis de motion du projet de règlement à ce sujet-là? Battez-vous pas, faites-moi signe quelqu'un. Monsieur Michel Saint-Pierre, qui était le premier à sonner à la cloche. Monsieur Michel, il aime beaucoup les colporteurs par les soirs, mais. D'habitude, oui, il est choisi, même les colporteurs sont perçus. Ça nous amène au point 10, caméra au garage municipal. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va modifier un peu le système de sécurité pour encadrer ce qui se passe au garage municipal. Alors, plutôt qu'avoir un système d'alarme qui fait défaut plus souvent qu'autrement, puis que finalement, vu qu'il fait défaut, les employés ne l'activent pas tout le temps ou finalement, des fois, peuvent oublier de l'activer. Puis qui nous oblige à payer une ligne de téléphone. Donc, on annulerait la ligne de téléphone qui nous coûte des frais. On annulerait le système d'alarme et on remplacerait ça par un système Internet avec caméra de surveillance, détecteur de chaleur, détecteur de mouvement, avec notification en permanence sur le cellulaire du coordonnateur de travaux publics, ainsi de suite. Donc, une surveillance intégrée avec le système de la municipalité. Et on ne paye rien qu'une fois. Donc, en peu de temps, on amortit l'investissement. J'ai évalué, on me disait que c'est quelque chose comme 1 an et demi, 2 ans, là, un an et quart, un peu plus qu'un an, on a rentré dans notre argent en s'enlevant le trouble de ça avec un meilleur service. Et donc, on irait de l'avant dans cette façon-là. Comme vous le savez, on a commencé à installer des caméras de surveillance. Il y a déjà 5 caméras de surveillance dans le secteur rural de la municipalité. On a mis ça en place, entre autres, pour surveiller tous les chemins de déneigement l'hiver. Donc, il y a 5 coins là, dans nos rangs pour surveiller comment ça se passe. Mais ça permet de surveiller en même temps si jamais il y a un coup d'eau, s'il y a des branches, s'il y a un arbre de tomber d'un fil, ainsi de suite. Et les policiers peuvent avoir accès à ça aussi. Si jamais il y a des vols, des choses comme ça, ben, ça peut peut-être donner une chance des fois pour tracer des affaires qui se passent. Si ça peut augmenter le sentiment de sécurité pour tout le monde, autant dans les rangs que dans le village, ben, on ne demande pas mieux. Et donc, on a des caméras de surveillance dans la route Giguère, dans le rang 3, dans la route Lessard,
dans le rang Saint-Louis et dans le premier rang. Donc, on a déjà 5. Là, il y aurait une autre caméra au garage municipal. Éventuellement, on est en train de se rendre compte que ça nous fait une méchante bonne différence et que c'est peut-être une façon d'avenir d'assurer le suivi de ce qui se passe dans notre municipalité. Alors, les conseillers, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'installation de la caméra, Madame Joanne. Au point 11, ça ne faisait pas partie de son contrat de travail, mais à l'usage, on se rend compte que c'est incontournable de la nécessité de pouvoir communiquer quand on a besoin de répartir les employés de la municipalité sur le territoire, compte tenu de la grandeur démesurée de notre territoire municipal. Alors, on doit pouvoir, nos employés ont besoin d'un cellulaire pour travailler, on doit être capable de pouvoir les rejoindre, d'autant plus que Anthony est destiné à être capable d'assumer la relève de l'encadrement des services d'eau potable, d'eau usée, tout ça. Donc, c'est nécessaire qu'il puisse avoir les logiciels de suivi sur son cellulaire éventuellement d'ici peu de temps. Donc, on doit pouvoir lui fournir les outils de travail dont il a besoin. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour proposer, oui, Anne-Marie, proposer donc qu'on puisse fournir le cellulaire. Ça va? C'est bon pour ça. Ça nous amène au point 12. Suivi du projet de mise aux normes de l'eau potable. Alors, on a besoin d'une résolution pour mandater notre notaire pour effectuer le montage des promesses d'achat pour les terrains pour les puits. Il s'agit de préparer tout ça en prévision des démarches, des demandes qui vont être faites à la CPTAQ pour l'acquisition des terrains des 3 puits qu'on doit brancher. Ça ira pas avant la fin de l'été, c'est-à-dire pas avant le mois de septembre, mais il faut quand même que notre notaire prépare tout ça. Et moi, je souhaite pouvoir rencontrer les propriétaires, mettre ça bien au clair avec eux autres, leur donner leur juste, leur présenter très précisément ce qu'on leur propose. Alors, notre notaire va préparer la promesse d'achat qu'on va leur soumettre. Et la promesse d'achat va servir aussi de lettre d'entente qu'on va soumettre à la CPTAQ dans l'ensemble de notre démarche. On sait que dans le dossier de l'eau potable, on s'apprête aussi d'une semaine à l'autre à aller en appel d'offres pour le devis d'ingénierie de conception finale. Et on est toujours dans l'échéancier pour que les travaux se fassent l'été prochain. On l'espère toujours s'il n'y a pas de problème. Donc, ça me prendrait... D'ailleurs, les honoraires, je ne me rappelle plus. Quand c'était là-dessus, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, là, Cathy le saurait, là, mais je ne sais pas Cathy. Ça fait que là, je vous demande un acte de foi, là, mais c'était pas les honoraires normaux, là. Hein? Elle en a parlé, me semble, à l'autorité du travail, mais je ne me rappelle plus. Si vous me demandez le chiffre là, exact, là, je ne me rappelle plus. C'était M. Michel Saint-Pierre. Ça veut dire que c'est tout qui paye la différence. Pas de trouble. Okay. C'est proposé par Michel Saint-Pierre. Au point 13, on arrive au suivi du projet des eaux usées dans le village Marie. On a plusieurs citoyens, dont un de nos conseillers et notre directrice générale en plus qui est concerné par ce projet-là. Alors, ça me permet en même temps de diffuser l'information à tout le monde. Et les gens dans le village Marie, vous pourrez avoir accès à l'information en même temps. Alors, on a reçu dans les derniers jours, ces jours-ci, le rapport final de la firme d'ingénierie qui avait été mandatée pour faire l'étude de la capacité résiduelle totale de notre station de traitement d'épuration. Et tel qu'on pouvait s'en douter, non seulement le rapport confirme que notre station de traitement d'eau usée est saturée, mais elle nous confirme qu'elle est très, très saturée. C'est-à-dire que le volume d'eau qui rentre là, il n'y a pas d'erreur. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'eau qui rentre et c'est inimaginable. Il n'y a même pas d'entourloupette possible. Là. Il n'y a pas de... C'est pas juste une histoire de calcul, c'est pas juste une histoire de jouer sur les chiffres qui permettrait au village Marie de pouvoir se raccorder puis de rentrer là. Si on compte l'ensemble de tous les terrains vacants, de tous les branchements qui sont déjà faits et qui sont potentiels,
on déborde déjà la capacité de ce que notre station de traitement de l'eau usée est capable de faire. Le rapport d'ingénierie dit que, évidemment, il va y avoir des travaux, il y aurait des démarches à vérifier. Par exemple, on sait que, en gros, là, c'est très technique comme rapport, c'est une brique et ça décrit comment est fait le réseau de Saint-Frédéric, comment est faite notre station de traitement, et ça décrit surtout qu'est-ce qui rentre à la station de traitement de l'eau usée. Ça nous dit, entre autres, qu'il y a un très gros volume d'eau qui arrive, mais ça nous dit aussi que ce volume d'eau usée-là est très, très dilué. C'est-à-dire que les contaminants sont dilués dans beaucoup d'eau. Ils ne sont pas très concentrés. Ça veut dire qu'il y a énormément d'infiltration d'eau. Il y a beaucoup d'eau de pluie qui s'infiltre dans notre réseau. Il peut y avoir, par exemple, des gouttières de maison qui coulent dans l'égout. Il peut y avoir des drains de terrain, des drains de sous-sol de maison. Il peut y avoir toutes sortes de sources partout. Alors, l'ingénieur, dans son rapport, dit qu'il va y avoir nécessité de faire un exercice pour rechercher des façons d'optimiser notre réseau le plus possible, d'une part. Mais même là, ça ne sera pas assez encore. Et d'autre part, ça va être nécessaire de prévoir des travaux d'augmentation de la capacité. Alors, ce soir, on dépose le rapport qui nous a été soumis par la firme Pluritech de Thetford, qui a été réalisé par un ingénieur spécialisé en système de traitement de l'eau usée. C'est un rapport extrêmement poussé là, qui vient décrire au point de vue biochimique la nature des composants, de tout ce qu'il y a là-dedans. C'est passablement compliqué, mais c'est très intéressant, c'est très instructif aussi. Ça permet de comprendre la réalité. Ça permet surtout de voir l'ampleur du besoin. On a quand même un village qui se développe, qui s'est développé, puis qui continue de se développer, qui est appelé à se développer. Il faut pouvoir répondre aux besoins de notre population, de répondre aux besoins industriels, aux besoins de développement, puis il faut s'assumer là-dedans, je pense. On va passer en même temps, par la même occasion, on passe une résolution demandant au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de nous autoriser et de nous financer, bien entendu, dans le cadre du programme de subvention dans lequel on est déjà accepté, à faire effectuer l'étude des solutions pratiques. Là, le rapport a confirmé c'était quoi notre capacité résiduelle, à savoir qu'on n'a plus de capacité résiduelle, c'est vraiment saturé. Il n'y a pas d'erreur de calcul, il n'y a pas d'erreur dans les outils de mesure, il n'y a pas d'erreur de conception, c'est pas ça la question. Et il n'y a rien qui flotte là, c'est le cas de le dire là. C'est vraiment le cas là. On a vraiment atteint la saturation à quelques gallons près de notre station de traitement d'eau usée. Et la prochaine étape, ça serait d'être autorisé à faire des démarches pour rechercher quelle serait la bonne façon, quel aménagement, ça prend quoi? Faut-tu construire une autre piscine à côté de celle existante? Faut-tu ajouter un appareil quelconque? Quel équipement ça prend pour augmenter la capacité de traitement de notre station d'eau usée pour répondre aux besoins, pour brancher le village Marie et pour répondre aux besoins des années à venir à Saint-Frédéric. Alors, pour passer cette résolution-là, ça nous prend un conseiller qui propose la résolution. Je m'attends à notre représentant du village Marie qui lève la main. Oui, je m'attendais à ça, Jean-Denis. D'accord avec ça? Est-ce que tu avais un commentaire là-dessus? Ça va? C'est bon, c'est good. Donc, c'est Jean-Denis qui propose. On y va avec ça. Je vous épargne le libellé de la résolution, là, c'est à tomber sur le dos, là, parce que le libellé de la résolution fait référence à l'état du rapport d'ingénieur, là, c'est violent. Au point 14. Bon, j'attire l'attention de tout le monde. Le point 14, c'est un point important ce soir. Si ça fait bien, j'ai le coordonnateur aux travaux publics juste en avant de moi pour me guider si jamais je dis des niaiseries, là. Écoutez bien, en termes de consommation d'eau potable, là, il y a à peine un mois, tout juste un mois, à Saint-Frédéric, on consommait entre 240 et 260 mètres cubes d'eau par jour, plus ou moins. OK? Ben ça, Serge, c'est pas de niaiserie, moi, là. Bon.
Il y a un mois, donc, on consommait plus ou moins 240 à 260 mètres cubes d'eau par jour. On se rappelle que notre système d'eau potable, jusqu'à nouvel ordre, et tant que notre notre système d'approvisionnement ne sera pas reconstruit l'année prochaine, non, on fonctionne toujours avec 4 puits de surface qui mesurent 8 pieds par 8 pieds par 8 pieds de profond. OK? C'est 4 petites sources de surface qui fournissent toute la municipalité. L'année passée, à l'automne passé, on a fait installer des compteurs d'eau dans toutes les fermes, les commerces, les entreprises, tout ça. Et sur le coup, ça a eu un bon impact. Ça a conscientisé beaucoup de monde. Et on avait vu presque instantanément une diminution majeure de notre consommation de l'eau potable. Je ne sais pas ce qui s'est passé au cours du dernier mois. Et malgré le fait qu'on a réparé des fuites d'eau importantes, au cours du dernier mois, on est passé d'une consommation de 240 à 260 mètres cubes d'eau par jour. Et là, on est aux alentours de plus ou moins 450 mètres cubes d'eau par jour. Pas tout à fait. C'est signe 440 à peu près, 430, 440. Bon, ça rebaisse un petit peu en bas de 400 depuis les réparations dans le premier rang. Oui, puis l'autre aussi, dans le champ. Bon. C'est bien beau qu'il y ait des fuites, ainsi de suite, puis tout ça, là, mais je fais appel à tout le monde. Si on ne veut pas se ramasser mal pris, même s'il fait fret depuis 2 jours, là, il a fait très chaud la semaine passée, on a 4 petites sources de surface. Il faut en prendre soin, il faut lui donner une chance. Il ne faut pas attendre de se faire priver. Il faut comprendre qu'il faut faire attention à l'utilisation de notre eau potable. C'est une question d'habitude, ça. Laver un auto, là, ça prend pas une hausse 3/4 qui coule 4 heures de temps, là. Puis, c'est étonnant de se faire priver après ça du privilège d'utiliser l'eau pour ce qu'on a besoin. Il faut utiliser l'eau, mais il faut slacker aussi quand on a fini de l'utiliser. Arroser la pelouse, là, ça ne sert à rien d'arroser la pelouse 14 heures de temps à journée longue. Premièrement, ça a fait brûler plus qu'autre chose. C'est le soir, quand le soleil tombe, qu'il faut arroser la pelouse. Tout le monde fait ça, puis au bout d'une heure, c'est en masse. Comment que l'eau coulera sur l'asphalte, ça ne donne plus rien. Il faut y aller modérément, un petit peu, et penser qu'il ne faut pas attendre de se faire interdire d'arroser quand il n'y aura plus d'eau pour changer nos habitudes. Je demande vraiment, au nom de tout le conseil, puis au nom de l'équipe des travaux publics, je demande la collaboration de tout le monde de faire attention, de suivre vos installations. On a trouvé des tuyaux en plastique qui alimentent des abreuvoirs d'animaux qui étaient carrément cassés, des choses comme ça. C'est pas normal. Il faut prendre soin de nos installations, s'assurer de suivre nos affaires. Si tout le monde prenait soin de l'eau potable municipale, comme les gens qui ont des puits prennent soin de l'eau de leur puits, on n'aurait jamais de problème. C'est pas compliqué, là. Les gens qui ont des puits sur une ferme, qui vivent sont approvisionnés par leur puits en dehors du réseau municipal, ils ne laissent pas couler l'eau à grand eau à journée longue. Faisons attention avant de se faire priver du privilège de pouvoir disposer de l'eau comme on a besoin. C'est étonnant terriblement, il ne faut pas dire d'autres mots, là. J'allais dire des gros mots, là, mais c'est étonnant terriblement de se faire priver d'eau potable quand on en a besoin parce qu'on n'y a pas fait attention quand c'était le temps de faire attention. Donc, je fais appel à tout le monde, là. Y aller mollo sur l'eau potable, pas faire exprès, puis suivez vos installations, suivez ce qu'il y a un peu partout pour pas qu'on en manque. Les gens qui ont besoin de remplir, peu importe le terme, peu importe le distinct, c'est de le faire tard le soir, même le jour. OK. Parce que qui vient de mon demande pour mes filles, qui est assez chez moi, parce que moi, une grosse demande. C'est bon. Donc, Serge Cloutier, Travaux publics, me fait le message de vous dire que si vous avez besoin donc, après cette petite Internet qui a permis de changer de batterie et 2-3 petits ajustements techniques, on est de retour pour continuer. Et on se parlait d'eau potable. Excusez, ça m'a l'air bizarre parce que nous autres, ça ne paraît pas, mais on a eu le temps de parler d'autre chose pendant que ça bricolait. On disait que notre consommation d'eau potable a fluctué pas mal au cours du dernier mois, puis on demande à tout le monde de faire attention. Et Serge me disait que ce qui rendrait beaucoup service, c'est que si vous avez des piscines, des réservoirs à remplir, des choses comme ça, ça ferait très bien de remplir les piscines pendant la nuit autant que possible. Ça régularise notre consommation d'eau.
parce que la municipalité consomme évidemment plus d'eau pendant le jour et que pendant la nuit, notre consommation régulière est moins élevée. Donc, ça normalise. Parce que nos sources, eux autres, elles produisent de l'eau égale. Elles produisent autant d'eau le jour que la nuit. Alors, si on a des réservoirs ou des piscines à remplir ou des choses comme ça, ça ferait bien de le faire la nuit. Ça nous donne une chance pour équilibrer la production d'eau potable versus notre capacité globale de la municipalité. Ça donne une chance aux travaux publics. Ça va? Ça fait le tour du sujet. Je fais vraiment appel à l'attention de tout le monde. On va être tannant là-dessus. Là. Il faut surveiller. Puis si on est parti pour avoir un été aussi sec que le printemps a été, là, on ne se rendra pas au mois d'août sans interdiction d'eau potable, sans faire de quoi, parce que ça va être tannant. OK? Ça nous amène au point 15. Donc, il n'y avait pas de résolution là-dessus, bien évidemment. Là. Au point 15, application d'alerte à la population. C'est simplement qu'on est en train de regarder c'est quoi nos options. Mais évidemment, il y a des coûts quand même relativement importants attachés à ça. Mais actuellement, à chaque fois qu'il y a des travaux prévus, des interruptions de l'alimentation en eau ou des choses comme ça, ou des travaux qui sont prévus, on le publicise évidemment sur la page Facebook de la municipalité, mais on est bien conscient qu'on n'est pas capable de rejoindre absolument tout le monde de cette façon-là. Alors, l'époque de faire passer une auto avec un porte-voix sur le top, là, c'est plus bien la mode là, depuis les années 73, 74, 75. Là. Je me rappelle de ça quand j'étais petit, là, pour annoncer les encans et ces choses-là. Mais écoutez, je pense pas qu'on va revenir au porte-voix sur le top de l'auto. Alors, là, comme c'est là, on l'annonce sur Facebook quand il doit y avoir une interruption de service d'eau potable ou des travaux ou des choses comme ça. Il existe aussi des applications à partir desquelles les gens peuvent s'abonner pour recevoir une notification sur leur téléphone cellulaire. Mais encore là, c'est difficile d'être sûr qu'on va pouvoir rejoindre absolument tout le monde. Il y a quand même des frais importants qui sont reliés à ça. Alors, le but, là, c'est qu'évidemment, si on était capable de faire nos travaux pour améliorer notre réseau le plus possible dans les prochaines années, ben, on aurait moins besoin de faire d'interruptions, on aurait moins besoin de faire de travaux et de réparations. Ça serait pas mal mieux. On va regarder ça. On est conscient des dérangements. On essaie de les faire avec le moins de dérangements possible, le moins de désagréments possible. On est conscient qu'il y en a. L'autre lundi, il y a quand même eu 2 réparations dans la même avant-midi. Ça a quand même été très rapide. Là. Dans la même avant-midi, on a réussi à réparer 2 bridaux importants. Ça a quand même été extrêmement efficace. Là. Alors, les interruptions de service, on essaie de les faire le plus rapidement possible. On essaie de les annoncer un petit peu. C'est vrai que des fois, on dit que l'eau va être coupée à 8h30. Des fois, les gars coupent à 8h15. Ça arrive. Mais c'est pas toujours parce qu'ils font exprès de trouver ça drôle. Là. Ils demandent l'indulgence un petit peu de tout le monde. Quand les camions sont commandés, puis ça coûte une fortune de l'heure, puis que le camion attend, on fait venir de cette part, par exemple, un camion vacuum pour vider l'eau dans le trou, puis il y a une pelle mécanique qui attend. Ça coûte vraiment très cher de l'heure. Alors, vous comprenez qu'on ne fait pas exprès là, de faire patienter. Si on annonce qu'il va y avoir une interruption d'eau, faites-vous une petite provision d'eau, puis ça, tout en passant, ça ne sert à rien parce que de faire des provisions considérables, c'est très rare que la réparation ne se fait pas en dedans d'une couple d'heures. Généralement, c'est pas arrivé là, qu'il y a des réparations qui ne sont pas faites dans la même journée. Il faut que ça aille mal terrible. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, là, mais normalement, les travaux sont planifiés, on a des pièces, on a ce qu'il faut. Les ouvriers savent quoi faire, savent comment faire la réparation. Puis, à la quantité de réparations qu'on fait à Saint-Frédéric, on s'en vient pas mal bon, je vous dirais. Dans pas mal grand, là, d'après moi, on est capable de battre des records là-dessus. Là, en termes de réparation d'eau potable, là, on pourrait tout le temps donner des cours là-dessus. Là. C'est surprenant. Alors, je fais appel un petit peu à l'indulgence de tout le monde. Là. Je sais qu'il y en a qui sont frappés plus que d'autres. Comme par exemple dans le village Marie, là, qui a plus l'air d'un gruyère que d'autres choses, par le nombre de trous qu'il y a de fait là. C'est pas parce qu'on trouve ça drôle, mais quand c'est brisé, il faut bien le réparer. Là, vous comprenez bien. Alors, c'est ça. Là, pour l'instant, on n'a pas de système autre que de le mettre sur la page Facebook de la municipalité. Cogner aux portes, là, ça n'a pas d'allure. On n'a pas commencé à passer porte par porte dans toute la municipalité. Ça n'a pas de bon sens. C'est des choses comme ça. Il faut que ça soit opérationnel. Il ne faut
faut pas que ça prenne plus de temps pour vous aviser que pour faire la job non plus. Alors, je sais que c'est tannant, là. On le sait tous que c'est tannant, mais on essaye que ça soit tannant le moins longtemps possible, le moins souvent possible, mais on n'a pas fini d'en parler, là, qu'il va y avoir des travaux à faire, qu'il va y avoir des grosses rénovations. On a des grandes parties de notre réseau qui sont très, très, très maganées, en très mauvais état. Et tant que ce n'est pas renouvelé, il va y avoir des réparations à tour de bras. Là. Alors, il faut s'enligner dans ce sens-là. Puis je pense que la meilleure solution là, de toutes, là, c'est de s'arranger pour remettre à niveau nos infrastructures pour qu'ils puissent être fiables dans le temps. C'était le point 15. Ça nous amène au point 16. Au point 16A, ça porte sur le comité consultatif d'urbanisme. C'est que, vu qu'on est les séances du conseil sont à huis clos, on va avoir 2 demandes de dérogation à traiter pour des projets dans le domaine industriel. Vu qu'on est sous les ordres du décret gouvernemental à cause de la pandémie, normalement, toutes les activités sont arrêtées. Toutes les consultations publiques, toutes les dérogations sont normalement arrêtées pour les usages courants habituels. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout pendant combien de temps on va être pogné comme ça. Si on est arrêté, si on savait qu'on était arrêté pour 2 mois, ça serait tel que tel. On n'a aucune idée si ça va être comme ça pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et sur le temps que c'est parti, là, ça pourrait être très long. Là. Alors, on ne peut pas compromettre le bon fonctionnement et les projets dans notre municipalité indéfiniment. Surtout quand on n'a aucune idée pendant combien de temps que ça va être comme ça. On a donc 2 projets industriels qui vont avoir besoin que le comité consultatif d'urbanisme puisse se pencher sur leurs demandes. On n'est pas en train de dire qu'ils vont avoir un passe-droit à cause de la pandémie. Là. On fait juste dire qu'il faut passer une résolution pour leur permettre que leurs demandes soient traitées. Il s'agit d'une demande de la compagnie Exogranite dans la rue Gagnon qui a besoin d'aménager un dock de déchargement de camions qui donne sur la rue à une distance inférieure à la distance normalement prévue. Et il faut que le comité consultatif d'urbanisme puisse étudier la question. Et l'autre projet, c'est un projet de construction d'un édifice industriel pour loger 3 entreprises dans le parc industriel, dans la nouvelle rue qu'on a réalisée l'année passée. Et là, encore là, il y a des dérogations pour tenir compte des marges latérales, et ainsi de suite. Donc, ce soir, le conseil municipal passerait une résolution pour établir que ces 2 demandes-là sont considérées prioritaires pour la bonne marge de la municipalité, pour permettre à ces projets-là de pouvoir être étudiés, de pouvoir être traités par le comité consultatif d'urbanisme. Le processus va suivre son cours normal, c'est-à-dire que le comité consultatif d'urbanisme, sur lequel Michel Fortin, comme conseiller, est responsable de ce comité-là, avec l'inspecteur municipal, vont prendre connaissance des 2 demandes, vont les étudier. Les citoyens qui sont membres du comité consultatif d'urbanisme vont être interpellés pour étudier les demandes et faire une recommandation au conseil. Les dérogations vont être publiées pendant 15 jours, tel que prévu par règlement. On va suivre le même processus que normalement. La seule chose qu'on fait ce soir, c'est qu'en accord avec le décret gouvernemental sur la pandémie, on va autoriser le comité consultatif d'urbanisme à procéder. Il y a aussi le fait que nos entreprises à Saint-Frédéric ont besoin d'être soutenues. Ils ne nous demandent rien. Nos entreprises ne nous ont pas demandé de congé de taxes. Nos entreprises ne nous ont pas demandé de mesures spéciales de soutien. Nos entreprises se sont arrangées avec leurs troubles. Nos entreprises ont fait ce qu'ils ont pu malgré l'arrêt qui a été imposé par le gouvernement du Québec. Nos entreprises ont fait des pirouettes incroyables pour se maintenir en affaires puis passer à travers cette épreuve-là. Et ils continuent d'en faire des pirouettes incroyables. Et là-dessus, je peux vous dire que moi, je suis époustouflé par la volonté, l'ingéniosité, la capacité, la résilience de nos entrepreneurs. Et la moindre des choses pour une municipalité, c'est au moins de montrer qu'on est capable de donner une petite chance
à nos entreprises en essayant au moins de leur faciliter les affaires au point de vue administratif. Ça nous coûte rien du tout. C'est la moindre des affaires, là. Alors, c'est seulement ça. On va permettre au comité consultatif d'urbanisme d'étudier les deux demandes par la résolution qu'on passe ce soir, dans les deux cas, et ils nous feront une recommandation. Et seulement si la recommandation est satisfaisante, ben, les conseillers pourront prendre un vote à la séance de juillet pour accorder ou non les dérogations selon ce que c'est. Je n'ai pas le détail, là. C'est le comité consultatif qui va étudier le détail de la chose avec l'inspecteur municipal et faire une recommandation éventuelle au conseil, favorablement ou non, peu importe. Et c'est le conseil qui va l'étudier pour prendre une décision à la séance pour la séance de juillet. Donc, ce soir, on passera une résolution, comme je vous dis, pour permettre que l'exercice d'étude des deux dérogations se fasse pour permettre à nos entreprises d'avancer. Je vous répète que c'est évidemment, c'est pas comme quelqu'un qui nous demande d'agrandir sa remise, puis que s'il ne le fait pas cette année, il le fera l'année prochaine, ça ne le dérangerait pas. Pas ça pantoute, là. On parle de deux projets pour permettre à des entreprises d'avancer, d'opérer, là. Parce que c'est le bon pain, là. Ça fait que c'est pas du tout la même implication. Vous comprenez tout le monde? Alors, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Michel, tu es d'accord avec ça? Tu es à l'aise avec ça? Donc, c'est proposé par Michel Fortin de autoriser, en établissant comme étant des demandes prioritaires pour la bonne conduite de la municipalité, de permettre la tenue du comité consultatif d'urbanisme pour ces deux demandes. Ça va, Mélanie? Oui. C'est bon. Au point 17, correspondance, il n'y en avait pas à ma connaissance à ce moment-ci. On arrive à la période, au point 18, à la période de questions. Donc, on a 3 questions qui nous ont été transmises. J'ai une première question qui nous est soumise par M. André Fauché, qui nous demande pourquoi, dans l'ordre du jour, on ne traite pas du contrat de ménage de l'hôtel de ville, qui normalement est d'une durée de 3 ans, se terminant en août prochain. Et c'est une question qui nous a transmise par notre page Facebook. Alors, M. Fauché est parfaitement au courant. En effet, le contrat d'entretien ménager de l'édifice municipal se termine effectivement au mois d'août. Et il y a déjà un bon moment que le Conseil s'est penché sur la question et le Conseil a donné instruction à la directrice générale en ce sens-là. Le Conseil aurait pu prolonger le contrat, aurait pu négocier de gré à gré, aurait pu aussi aller en appel d'offres public. Le Conseil a le droit de convenir d'un contrat conformément à notre politique contractuelle à cet égard-là, mais le Conseil a choisi, en toute connaissance de cause, a choisi d'aller en appel d'offres public. Alors, toutes les personnes, entreprises qui désirent faire déposer une offre vont pouvoir le faire et l'appel d'offres va être diffusé au cours du mois de juin. Il laisse largement le temps de confirmer un contrat, de signer un contrat avant le début qui est prévu à quelque part au mois d'août. Je ne sais pas quelle date que c'est là en août. Là, c'est la date du contrat ici. Ben c'est pour le 1er août. C'est carrément pour le 1er août. Donc, si c'est publié en juin, le contrat va pouvoir se signer en juillet pour débuter au 1er août. Voilà. Et en espérant que ça répond comme il faut à M. Fauché, qui va pouvoir surveiller l'appel d'offres à venir très, très prochainement au cours des prochains jours, là, début juin. Ça va être diffusé par tous les moyens à notre possibilité, autant dans le journal municipal, page Facebook, tout ça. Ça va? Donc, en espérant que ça répond bien. On a une deuxième question de Mme Carole Vachon qui nous souligne sa demande de mettre un dos down en bas de la rue Lessard. Elle nous a demandé depuis 2 mois, comme elle l'a dit, pour la protection des 24 enfants dans la rue. Elle nous dit que la vitesse est dangereuse, que ça permettrait de ralentir les autos. Un autre poteau qui est installé de biais vis-à-vis le 520 qui est brisé par terre. Donc, on peut déjà vous dire que le poteau qui est brisé, les travaux publics sont parfaitement au courant, puis il est même déjà réparé, donc il devrait être installé. Il est déjà installé tout, donc. OK.
OK. Donc, samedi matin, le trouble, on m'informe que samedi matin, le trouble a été signalé aux travaux publics et aujourd'hui, je peux vous dire que la réparation a été effectuée. Quand même pas pire comme délai, là, je trouve. C'est un minimum d'allure. Et pour ce qui est du dos down, c'est pas un dos down, ça va être une pancarte pour ralentir. Là, et elle est commandée. Donc, la pancarte est commandée. Et aussitôt qu'elle va arriver, elle va être installée. C'est tout simple que ça. Plus que ça, on en a parlé également à la policière, qui est policière parrain pour la municipalité, qui va, on a demandé d'insister un petit peu sur la surveillance dans ce secteur-là. Donc, à chaque fois que la policière va faire sa tournée de notre municipalité, elle va insister pour aller passer dans ce coin-là. J'en profite pour passer le message à tout le monde parce que, étant moi-même au comité de sécurité publique de la MRC, je peux vous dire que c'est le genre de demande qu'il y a dans beaucoup de municipalités. Et là, les policiers se font dire que quand les citoyens demandent ça, ils veulent pas avoir d'étiquette. Ouais. Mais là, dites-vous bien que le policier, lui, ils vont donner des étiquettes à tous ceux qui vont trop vite. Hein? Que vous restez dans la rue ou pas, là, hein? Que vous soyez citoyen de la rue ou pas, ceux qui vont trop vite vont avoir des étiquettes. Là. C'est pas parce que vous restez dans la rue que vous n'aurez pas d'étiquette. Là. C'est bon pour tout le monde, ça. Concernant les rues, donc, les rues qui n'ont pas de chaîne de rue, les gens Là, vous n'avez pas le micro pour entendre, mais le coordonnateur aux travaux publics m'informe que à l'usage, s'est rendu compte que quand dans une rue où il n'y a pas de chaîne de rue, si on met simplement un dos down, beaucoup d'autos ont tendance à faire le tour du dos down en passant carrément sur la pelouse sur le terrain des gens, puis là, ça n'a pas d'allure, ça endommage les terrains. Donc, le dos down n'est pas toujours une bonne solution dans les rues où il n'y a pas de chaîne de rue. Quand il y a une chaîne de rue, ça a plus son effet parce que ça n'a pas le choix de passer dessus. Là. Les gens n'enjambent pas la chaîne de rue en béton. Là. Mais quand il n'y a pas de chaîne de rue du tout, comme par exemple c'est le cas dans la rue Lessard ou dans la rue Le Houx, par exemple, ben, la pancarte au milieu du chemin a un meilleur effet dissuasif pour faire ralentir le trafic. Ça attire plus l'attention. Donc, c'est sûr qu'on va porter attention à ça. On n'a pas coutume à Saint-Frédéric de niaiser avec ça. C'est sûr qu'il ne pourra pas avoir une pancarte en avant de chaque maison non plus. Là. C'est une responsabilité collective aussi de faire attention. Mais c'est sûr qu'on va faire tout ce qui est dans notre possible. On finit par y arriver. Donc, c'était la deuxième question concernant les dos down dans la rue Lessard. Alors, ça serait supposé. La pancarte, donc, est déjà remplacée, est déjà réparée. Puis, la pancarte pour faire ralentir est commandée. Elle va s'installer dès 40. C'est pas parce qu'on ne veut pas la mettre. Il faut être sûr de ça. Et j'ai une troisième question qui m'est soumise par Mme Myriam Gagné, qui voulait poser des clarifications concernant le projet dans le prolongement de la rue Le Houx, suite à la publication de l'article dans le dernier journal municipal. Alors, Myriam m'a demandé qu'on l'appelle, ce que je vais faire immédiatement. Je vais la mettre en main libre en espérant que vous entendiez un petit peu quelque chose. 8, 2, 6, jusque-là, c'est pas trop confidentiel. Bon. Hello? Oui, bonjour Myriam, Martin Nadeau qui parle. Allô, ça va? Ben oui, ça va bien. Donc, Myriam, tu es supposé être en ligne là, en espérant que tout fonctionne. J'espère que les gens t'entendent. J'ai mis mon téléphone en main libre juste à côté du micro. Alors, j'espère que ça fonctionne. Les conseillers, est-ce que quand à l'écran, pouvez-vous me dire si vous entendez quand Myriam parle? Là? Oui. Donc, ça a l'air de bien fonctionner. Oui. Donc, Myriam, tu avais demandé qu'on t'appelle. On est finalement rendu à la période de questions. Et puis, tu avais demandé qu'on t'appelle. On t'écoute. Le conseil t'écoute. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Moi, je voulais vérifier quelque chose concernant la rubrique salaire que du Saint-Frédéricois du mois de mai, que d'ailleurs écrit Martin. En endroit, on peut lire que la municipalité ne va donc pas investir un seul dollar pour la construction de la première phase du prolongement de la rue Le Houx. Puis plus loin dans le texte, on apprend que la municipalité fournit la main-d'œuvre de ses employés.
Fait que là, je trouve ça un petit peu nébuleux de dire qu'on n'investit pas d'argent, mais les employés, à ce que je cherche, sont payés avec des salaires qui proviennent des taxes municipales. Fait que là, je trouve ça un peu nébuleux. Effectivement. Donc, si je peux répondre clairement, ben, premièrement, dans la compréhension des conseillers qui ont pris la décision quand ils ont voté, là, vous me corrigerez, les conseillers, là, si je dis des niaiseries, là, OK, je ne vais pas dire des menteries sur votre dos, là. Donc, dans la compréhension des conseillers, c'était très clair pour les conseillers qui ont voté la résolution, qui ont voté pour m'autoriser à signer l'entente avec la directrice générale, avec le promoteur de la rue, que quand on dit qu'on ne va pas investir un seul dollar, parce que dans notre entente qu'on a signée avec eux autres, là, ça dit clairement qu'est-ce que nous autres on fournit et qu'est-ce que le promoteur fournit. Et ça dit clairement le promoteur fournit les pièces, c'est-à-dire les tuyaux, les valves, tout ça, les tuyaux de plastique, les tuyaux de béton, les grilles d'égout, et ainsi de suite, là. Ça dit clairement que le promoteur doit payer la pelle mécanique, payer le gravier, payer les camions. Il doit payer le technicien génie civil que nous autres, on a choisi qu'on impose parce que c'est notre critère de qualité pour accepter la rue après. Puis il n'est vraiment pas bénévole. Donc, c'est clairement écrit comme ça et que nous autres, on va fournir la main-d'œuvre des employés municipaux que nous avons déjà. C'est-à-dire qu'on ne va pas en engager en surnuméraire autres que ceux qu'on a déjà. Et on va fournir les équipements que nous avons déjà, à savoir, quand les gars ont besoin de faire une commission avec le pick-up, on va prendre notre pick-up et s'il y a des matériaux à déplacer, on peut les déplacer avec notre pépine. Parce que notre pépine n'est pas un engin de chantier capable de faire les grands travaux comme ça. Ce n'est pas un outil pantoute pour faire des installations de gros travaux comme ça. Ça prend une grosse pelle mécanique. Donc, dans la compréhension des conseillers, c'était extrêmement évident que les employés n'allaient pas être bénévoles et que la pépine n'allait pas fonctionner à l'air du temps. C'était évident qu'on allait nécessairement mettre du diesel dans nos véhicules et c'était évident qu'on allait nécessairement payer nos employés. Si jamais j'ai pu induire une confusion là-dedans, c'est vraiment pas l'intention, là. Et quand je dis qu'on ne va pas investir un seul dollar, c'est que pour nous autres, vu qu'on a bricolé le dossier, on en a discuté en long, en large, en travers, à plus savoir comment le dire, là. Et contrairement aux autres projets qu'on fait, ou par exemple à la rue Gagné dans le parc industriel, pour la réaliser, la rue Gagné, on a dû faire un emprunt, on a dû mettre de l'argent, on a dû sortir des sous, on a dû faire des chèques, tu sais, pour acheter les composantes. Alors, c'est ce que je voulais dire par ne pas mettre un seul dollar. Donc, on ne va pas sortir d'argent supplémentaire de ce qu'on met déjà. Oui, parce que c'est ça, en tant que citoyen qui n'est pas au courant de toutes les ententes, tu lis ça, tu dis, voyons, il y a un problème. Oui. Ça a été plus simple. Ben, pour un citoyen comme moi, ça a été de là qu'il n'y a pas de prêt encouru pour cette construction-là. Il n'y a pas d'argent supplémentaire de déployer. C'est ça. Donc, c'est évident qu'on paye nos employés, là. C'est l'évidence même, là. La question ne se pose pas, là. Mais on ne va pas engager de dépenses supplémentaires à celles qu'on faisait normalement. Évidemment, on bouscule nos horaires. Puis le temps que les employés font ça, ils ne font pas d'autre chose, là. C'est évident, là. Ça fait partie de notre effort collectif pour que le projet se réalise. La vérité, là, c'est que dans une grosse ville, là, les municipalités s'en mêlent pas de ça. Dans les grosses municipalités, la ville de Sainte-Marie n'en fait pas de projet comme ça. Ils ne mettent pas d'employés à travailler avec les promoteurs. Dans nos petits villages, si on veut que le développement qui s'en fasse, il faut trouver une manière d'essayer d'encourager nos promoteurs. Ce sera qui que ça voudra, là, et on essaie de les accompagner du mieux qu'on peut, à l'échelle de nos capacités, raisonnablement, pour trouver des formules à la hauteur de nos capacités raisonnables, je dirais. Alors, c'est la formule qu'on a réussi à trouver, à convenir avec le promoteur pour que ça fasse l'affaire, puis qu'on soit capable de le faire. Donc, s'il y a eu confusion, c'était vraiment pas le but. Évidemment, on est peut-être dans notre jargon là, parce qu'on a tellement discuté du dossier, mais il faut lire ça en référence avec l'entente qu'on a convenue avec le promoteur. Là. Que ce soit très, très, très clair, là. On va me reprendre. La municipalité ne va pas faire d'emprunt, ne va pas contracter d'emprunt, ne va pas sortir d'argent liquide pour en dépenses quelconques, autre que
les salaires de ses employés et les dépenses courantes de ses appareils, de ses outils, de ses véhicules, si je peux dire. Okay, on comptera pas l'amortissement d'Apple Ronde, je ne te cacherai pas, là, on n'est pas à ce point-là dans le détail, là, mais globalement, c'est à peu près ça. Par exemple, là, vois-tu, dans l'entente, si je me rappelle bien, on fournit par exemple les bornes fontaines, parce qu'on les avait déjà en inventaire excédentaire, là, qui était là-dedans, parce qu'on les avait déjà, mais on les a pas achetés expressément pour ce projet-là. C'est toutes des choses, on l'a proposé dans les négociations parce qu'on l'avait, mais on n'avait vraiment pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Pas du tout. C'est pas le but. Puis c'était très, très clair. Sinon, parce que si on avait dû emprunter, ben, il aurait fallu prévoir comment on allait se rembourser. Donc, il aurait fallu imposer une taxe spéciale du secteur ou quelque chose comme ça, ce qui aurait fait monter le prix des terrains ou peu importe. Donc, c'est sûr que ça aurait fait partie de la négociation. Est-ce que ça répond clairement? Oui, ma question est répondue, moi, c'est correct. Ça va, en espérant que les gens qui vont entendre ça, ça puisse clarifier ça bien comme il faut, ben, c'était le but de l'exercice. Merci, bonne soirée. Salut bien, Myriam, au plaisir. Et voilà. Ça fait donc le tour. Moi, j'avais 3 questions. En avais-tu d'autres? Non, c'était ça. Donc, j'avais 3 questions. J'en profite pour signaler à tout le monde qui nous écoute, qui va regarder la séance, qu'il y a des questions, là. Vous n'êtes pas obligé d'attendre toujours à la séance du conseil même. Restez pas avec des questions. Vous avez le droit de poser vos questions publiquement, mais si vous avez une question qui vous vient, que vous aimeriez avoir une précision, vous avez toujours le droit de demander que je vous rappelle. Vous avez le droit de communiquer avec le bureau municipal. Vous laissez le message à Mélanie. Vous appelez au bureau municipal. Est-ce que le maire peut me rappeler? J'aurais besoin de comprendre telle affaire. J'aurais besoin de savoir comment ça marche, telle chose. Je ne sais pas trop quoi faire avec telle situation. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous voulez savoir comment ça fonctionne, telle chose? Il y a des affaires qui sont plus administratifs. On va vous diriger vers qui? Est-ce que c'est à l'inspecteur municipal? Est-ce que c'est à la directrice générale? Est-ce que Mélanie peut vous répondre directement? Il y a bien des affaires qui se règlent tout de suite. Et en général, je vous dirais que quelque chose qui est bien important, si vous avez des projets, si vous commencez à penser à des projets quelconques, mettez-nous dans votre projet le plus tôt possible. S'il y a si vous voulez construire quelque chose, si vous voulez préparer quelque chose, interpellez notre inspecteur municipal le plus longtemps possible d'avance parce que son horaire est vraiment très chargé. Il est vraiment très sollicité. Et des fois, il y en a qui sont très déçus par le délai de traitement. Et là, c'est dommage. Mais vous ne pouvez pas décider de bâtir votre maison, nous le dire le mardi, puis que la pelle mécanique est calée le mercredi. Là. Ça ne marche pas de même. Là. Ça ne marche pas de même du tout. Là. Même si on veut faire l'impossible, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, j'en profite pour passer le message. Là, souvent, l'été, là, on a des projets en masse. Surtout que cet été, là, il y avait des vacances qui ne se passeront pas nécessairement comme d'habitude. Fait que des fois, on s'en revient autrement. On va faire d'autres choses. On fait d'autres projets. Là. Alors, informez-vous à la municipalité pour savoir comment ça marche, c'est quoi la réglementation applicable pour avoir de troubles après ça. Je vous encourage à poser vos questions. C'est fait pour ça. C'est pas parce que le bureau municipal est pas accessible que les gens répondent pas. Là. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone, courriel, Facebook, comme vous voulez tout le temps. Bon, c'était la période des questions, point 18. Ça nous amène au point 19, aux questions diverses. Alors, en 19.1, on va passer une résolution. C'est quand même une très belle nouvelle. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'annoncer à tout le monde qu'on a convenu d'une entente de commandite avec notre caisse Desjardins de Beaucentre, par laquelle notre caisse Beaucentre nous vient soutenir les initiatives au développement économique dans notre parc industriel par une commandite franchement impressionnante, vraiment importante. Donc, dans les dernières années, il y en a peut-être qui ont été déçus suite à la fermeture de notre caisse, la perte de notre guichet automatique, des choses comme ça. Pourtant, Desjardins a toujours voulu accompagner la population de Saint-Frédéric. Je les crois quand ils disent ça, puis essayer de s'ajuster à l'évolution de la demande dans le temps. Et pour traduire ça de façon concrète et réelle, le conseil d'administration de la Caisse Beaucentre, dans nos discussions,
est en mesure de convenir avec la municipalité de Saint-Frédéric d'une entente de commandite de participation à la création du parc industriel qu'on a amorcé en 2018 avec le début de construction de la nouvelle rue puis des prochaines phases qui s'en viennent aussi. Écoutez bien ça, d'une entente de commandite de 100 000 $ pour stimuler l'implantation de nouvelles entreprises dans notre parc industriel. Alors, c'est vraiment une excellente nouvelle. C'est vraiment une excellente nouvelle. Je suis très fier de ça. Je suis absolument enchanté de ça. Il faut saluer l'engagement de notre Caisse Beaucentre, qui est un partenaire du succès à Saint-Frédéric. Vous allez voir apparaître en échange de ça le logo de Saint-Frédéric sur notre journal municipal, sur notre site web. Donc, la Caisse va être mise à l'honneur. On va faire une belle communication autour de ça. Et évidemment, la participation des Desjardins va s'étaler sur plusieurs années à mesure que de nouvelles entreprises vont s'installer à Saint-Frédéric. Écoutez, l'entrepreneuriat à Saint-Frédéric, le développement économique, ça fait partie de notre génétique, ça fait partie de notre ADN. À Saint-Frédéric, on n'a jamais attendu après rien ni personne pour se construire. On ne peut pas compter sur rien ni personne. Je me rappelle, moi, étant tout jeune, quand mon grand-papa s'est impliqué pour démarrer des initiatives comme la CDI avec d'autres où les gens ont mis de leur poche au début des années 70, 100 $ chacun. Et quand des bâtisses ont été levées par corvée, quand notre chambre de commerce s'est impliquée pour partir à partir de vraiment, mais vraiment rien, il y a beaucoup de monde à Saint-Frédéric qui s'est mobilisé pour en arriver au succès qu'on connaît aujourd'hui. Nous autres, c'est ça qui est important. Créer de la richesse, s'assurer de donner de l'emploi, donner du service, de s'assurer que nos entreprises sont des fleurons, ils sont en mesure de faire rayonner Saint-Frédéric et c'est dans ce sens-là qu'on veut continuer. Alors, la Caisse Beaucentre est prête à nous accompagner parce que c'est ça qui est notre priorité. Pour répondre aux besoins de ce qu'on veut faire, il faut bâtir l'avenir à Saint-Frédéric. On va traverser dans les prochaines années une période économique plus difficile. Vous allez voir que cette priorité-là va prendre tout son sens parce que le succès économique, c'est pas mal plus fragile qu'on peut l'imaginer. Il faut en faire un développement à long terme, durable, diversifier notre économie. Il faut que ça puisse cohabiter avec l'agriculture qui est solide, une économie diversifiée, solide. Et c'est ça qui va permettre à nos familles de s'installer ici, de voir des familles prospérer avec les entreprises qui sont là. Et on le voit encore aujourd'hui, notre parc industriel déborde, on voit des services qui poussent autour. C'est dans ce sens-là qu'on veut continuer. Et la Caisse de Beaucentre est intéressée à se joindre à nous autres pour faire partie de ce succès-là. Alors ce soir, le Conseil passe une résolution m'autorisant, moi et la directrice générale, dès demain matin, à signer une résolution, à signer l'entente qui nous est proposée par Desjardins de participation à un plan de commandite pour un soutien financier de 100 000 $ pour le développement de nouvelles entreprises à Saint-Frédéric. Écoutez, vous avez le droit de le répéter, c'est une excellente nouvelle. Ça me fait plaisir de le dire publiquement et les communiqués officiels vont suivre. C'est vraiment une nouvelle fantastique et vraiment on souligne ça. Alors, c'est fameux. Là, j'ai-tu besoin de vous ostiner, les conseillers? Y a-t-il quelqu'un qui veut proposer? Alors, c'est Mme Lucie Gilbert qui a levé la main, tout ça, puis Jean-Denis n'était pas loin aussi en arrière. Alors, Mme Lucie Gilbert qui propose. Merci beaucoup. Les gens des Desjardins vont être enchantés que je communique avec eux autres demain à la première heure. Ça nous amène au point 20, à la levée de l'Assemblée. J'ai tendance à regarder à droite, mais Anne-Marie est en avant de moi, donc c'est proposé par Anne-Marie. Ça met fin, en fait, à cette séance. Je vous souhaite un bon visionnement et en espérant un jour pouvoir vous retrouver dans la vraie vie, en réalité. Et puis, on continue, on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup tout le monde.